illustre. Voilà. Il y a des personnes qui le connaissent déjà avant cet après-midi. Le nom, oui. On va commencer par deux animaux. Il semblerait que Roger Riffard avait une prédilection pour les chats. Tout à fait. Et aussi, on va faire la rencontre, pour commencer, avec un drôle d'oiseau. Mais tout d'abord, son pote le chat. J'avais un chat, c'était mon petit pote. Je m'en foutais qu'il soit pas bien beau. Là qu'un matin je le trouve en compote, allongé dans le caniveau. Sur le coup je me sens les guiboles, tout pareil que de la mie de pain. Et je me dis, les putains de bagnoles, ils ont bousillé mon copain. Des potes, j'en ai eu ribambelle. Et quand je connus l'adversité, le seul qui me soit demeuré fidèle, ben c'est mon minet regretté. C'est pas que je sois des plus marioles, il m'arrive toujours un pépin. À preuve que les putains de bagnoles, elles ont bousillé mon copain. Au ciel des chats, de là mon frère, en train de becqueter du poulet. On dirait pas que la semaine dernière, tu partageais mon brignolet. Faut pas s'attendre à ce qu'il rigole. Si je peux le choper au grappin, le zigomard de la bagnole, qui m'a bousillé, mon copain. L'hiver s'amène, et quand le vent miaule, on dirait quelqu'un dans la nuit voudrait grimper sur mon épaule, mais qui peut pas, c'est ça l'ennui. Même qui me trotte par la boussole, des Gaspards gros comme des lapins, depuis que les putains de bagnoles, ils ont bousillé mon copain. Mon petit copain. Un autre animal cher au poète, un oiseau, noir de préférence. J'ai rencontré l'oiseau noir. Il clopinait sur le trottoir, à la sortie du métro, juste en face du petit bistrot. Il a poussé simplement la porte de l'établissement. C'était la tombée de la nuit. Je m'ai introduit après lui. Voilà qu'arrivé au comptoir, il me dit: qu'est-ce que tu peux avoir? Si on s'achetait un alcool, il n'y a qu'avec ça qu'on rigole. Sûr qu'il n'était pas bien beau, avec sa tronche de corbeau et son plumage midé qu'il porte en éternité. On a peinté au whisky, au cognac et tout le fourbi. Puis il s'est mis à pleurer, un genre de miséréré. Il me dit: nous on se comprend bien, faudra qu'on resserre nos liens. Moi je suis qu'un pauvre sans-abri, toi tu me parais mieux loti. Je te propose quelque chose d'honnête. Je vais habiter dans ta tête. De là je te croasserai. Des chansons pleines d'intérêt, ça te rappellera mon Toto, que tu as saigné au couteau le cœur de la femme que t'aimais. Et que tu ne reverras jamais. On est reparti au matin avec cet enfant de putain
Et je m'ai aperçu alors qu'il m'était rentré dans le corps. Peut-être bien par les trous de nez, je l'entendais qui bourdonnait. On n'a pas fini, olé, pas fini de rigoler. On n'a pas fini, olé, pas fini de rigoler. On n'a pas fini, olé, pas fini de rigoler. Tu veux que je te rentre dans la tête? Merci Lionel Mazzari. Donc ce que j'espère cet après-midi, c'est que les textes de Roger Riffard vous rentrent dans la tête, comme ils ont pu rentrer dans celle de Thierry, de Benjamin, de Lionel et dans la mienne, et que vous ressortiez de la maison du jouet, non seulement avec ces textes, mais avec un copain supplémentaire, avec Roger Riffard, un pote, alors qui est disparu, mais dont le parcours est tellement attachant et atypique que automatiquement il attache une certaine sympathie et une tendresse. Donc c'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi à la maison du jouet rustique et de recevoir, en plus de Lionel Mazzari, les membres des éditions Bouclard, 2 des 3 membres des éditions Bouclard, Thierry Fétiveau et Benjamin Reverdy, qui sont arrivés tout à l'heure de Nantes. En plein carnaval. En plein carnaval, voilà. C'était super. Et qui ont réédité l'année dernière aux éditions Bouclard, donc on va en parler des éditions Bouclard, qui ont réédité les 2 romans de Roger Riffard, publiés en 54 et 56, La Grande Descente et Les Jardiniers du Bitume, et donc ils vont nous parler également de quelques titres à leur catalogue, et bien sûr de Roger Riffard. Le gros bonus, vous l'avez compris, de cet après-midi, c'est le travail exceptionnel de Lionel depuis cet automne, qui s'est emparé des textes de Roger Riffard, et je l'en remercie. Comme il l'a dit, il était déjà venu ici même à la Maison du Jouet avec Guillaume en octobre 2020 pour dire des textes de Thierry Mess, un autre grand poète. Et pour remercier Lionel, je vous demanderai à la fin de notre après-midi de ne pas oublier le petit chapeau pour contribuer à le remercier. Bien sûr, vous pourrez également faire l'acquisition, si vous le souhaitez, des romans de Roger Riffard auprès de la librairie Livresse, qui est représentée cet après-midi par la ravissante Laure, et auprès de non moins ravissants Benjamin et Thierry, les titres des éditions Bouclard. Non. Comme moi qui ne suis pas ravissant dans cette histoire. Bon, je me rattrape. Exceptionnel dans les... Alors, ma première question, elle va être toute simple. Alors, même si c'est jamais évident et facile de parler de soi, est-ce que vous pouvez, parce que c'est tout l'intérêt des rencontres en présentiel, comme on dit maintenant, eh bien, nous parler de vous, de votre parcours, comment vous en êtes venu à vous rencontrer, à créer ensemble une maison d'édition. Donc, finalement, nous dire un petit peu qui vous êtes. Donc, à la fois Thierry, Benjamin, et puis Clément. Le troisième, c'est Clément Le Priol, et qui en ce moment même est en train de travailler. Il m'a fait un SMS tout à l'heure, je vais vous en lire un extrait. Vous allez voir, c'est le ton Bouclard. Ça parle aussi de lutte des classes. On lui envoie une belle photo avec le soleil, cet endroit qui est totalement magnifique, le carnaval, on est en terrasse. On boit un café et moi une bière, et je lui envoie une photo et il me répond, et pendant ce temps-là le grouillot s'use les yeux sur des corrections puisqu'il est en train de finaliser la mise en page d'un texte qui part à l'impression lundi ou mardi, qui sera un des prochains romans de Bouclard qui sortira début mai. Donc voilà, et il est à Vannes, en partie à Vannes, en partie à Nantes. Et on s'est rencontrés en 2014, 2015, dans un collectif. Tu veux en parler? Parce que c'est moi qui parle le plus. On se regardait avec des sourires complices. Oui, parce que... Voilà, je me tais.
Oui, il y avait un collectif qui était créé par toi. Oui. Collectif qui était créé par Benjamin, qui s'appelait le collectif Carré Cousu Collé, qui était créé à Nantes et qui avait pour vocation de faire la promotion, pas forcément des métiers du livre, mais plutôt du design du livre en fait. C'était à la fois des amoureux de la littérature et en même temps des amoureux de l'objet. Donc Benjamin avait réuni un petit groupe de gens pour essayer de faire des projets pour valoriser le design du livre. Donc dans ce groupe, il y avait des libraires, il y avait des graphistes, il y avait des gens dans la communication et tous des passionnés du livre. Donc on a fait plusieurs opérations, on va dire, plusieurs événements. Entre autres, il y avait le fait de faire venir David Pearson, qui est un designer britannique qui est spécialisé dans les couvertures de livres. Et en fait, il fait les couvertures de livres des éditions Julma. Et il a beaucoup travaillé avec Penguin Books en Grande-Bretagne. Donc on l'a fait venir à Nantes pour qu'il fasse une conférence, un workshop avec des étudiants d'une école où on enseigne tous les trois avec Clément. On avait fait un autre événement qui s'appelait Bookster, où on avait fait une sorte de livre affiche. Si vous aimez à la fois les livres et la décoration, il se trouve qu'il y a des gens à Paris qui ont créé quelque chose qui s'appelle Bookster. Donc c'est l'agglomération de book et poster. Donc c'est des livres affiches, des livres qui contiennent l'entièreté du texte d'une œuvre littéraire. Et donc là, l'œuvre en question, c'était Adieu Cayenne d'Albert Londres. Et donc nous, on avait réalisé un peu cette affiche. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, dans ce groupe où il y avait quand même pas mal de personnes, au bout d'un moment, on avait des envies qui étaient un peu diverses, plus ou moins professionnelles, plus ou moins bénévoles, avec différents niveaux d'implication, différents projets. Et il se trouve que Clément, Benjamin et moi avons eu cette idée au départ de créer la revue Bouclard. Une idylle. Voilà. C'est une idylle professionnelle. La revue Bouclard. La revue Bouclard. On a créé une revue. Du coup, le premier numéro est sorti en fin d'année 2018. Et en fait, un petit peu avant, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire, ça s'est passé dans un bar à vin à Nantes. Le Jéroboam. Le Jéroboam, précisément, autour de verres de vin et de fromage et de charcuterie. Puisque comme le Romain, on parle souvent de nourriture. C'est vrai. C'est ce qui nous réunit en plus des livres. Et on s'est dit, voilà, comment on peut commencer à publier des choses en se faisant un petit peu un réseau d'auteurs et d'autrices. Comme on aime bien les beaux objets graphiques, on s'est dit, on va créer une revue littéraire avec une approche qui est un peu la nôtre. Moi, je viens du journalisme, j'ai une formation de journaliste. Et ce qui m'intéressait, c'était de proposer des longs articles sur des choses un peu décalées de la littérature, sortir de l'actualité du livre, des chroniques de livres qui existaient, il y a des revues qui le font, des revues professionnelles et puis des revues en librairie. Et on s'est dit, on va prendre un modèle un peu anglo-saxon sur le format, ce format un peu 16-23, qui se voyait un petit peu moins, et de faire à chaque fois 3 articles long format, et 3 petites cartes blanches au milieu pour rythmer les longs formats, et travailler avec un illustrateur, une illustratrice, essayer de ramener un truc qui soit un peu joli, au truchement du livre qui parle de la revue qui parle de littérature avec une forme graphique qui soit sympa. Et puis là, on a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on met comme sujet dans la revue, et on a ramené dans le pot commun nos contacts, nos réseaux respectifs. Moi, ça fait... j'ai 40 ans, je sais, ça ne se voit pas, mais... je suis le plus vieux de la bande, et moi j'ai déjà traîné un peu, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. T'as roulé ta bosse? J'ai roulé ma bosse, en tout cas dans le journalisme depuis pas mal d'années à Nantes, et un peu sur des festivals où j'ai rencontré plein de gens. Et je dis au gars, mais je pense à un gars, c'était la première idée d'article, qui est spécialiste des phénomènes paranormaux, qui écrit sur l'ufologie, donc les soucoupes volantes. Sur les phénomènes paranormaux, la psychokinésie par exemple, réussir à tordre des objets par la pensée. Et je dis tiens, on pourrait voir. Il fera ça tout à l'heure. Ouais, et il s'appelle Philippe Baudouin, il vient de publier un livre chez Lebec sur les sorcières, sur plein de choses qui sont très très. C'est extrêmement bien écrit, il a un doctorat de philosophie, donc c'est très structuré. C'est très sérieux, il se moque pas du tout de ses champs de recherche, il les étudie, voilà. Et je lui dis, t'as pas un endroit ou un sujet qui parlait de la littérature et tout? Il dit, si, il y a une bibliothèque du paranormal à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique International.
Et je vous propose une enquête dans ce lieu qui a 6 ou 7 000 ouvrages sur les phénomènes paranormaux. Et c'était le premier article dans le numéro 1 de la revue, que j'ai pas là, qui est là. Il a enquêté sur ce lieu où il y a une secrétaire qui tous les jours reçoit des appels de gens qui disent voilà, moi j'ai vu un phénomène paranormal à tel endroit, voilà je vous le décris, est-ce que vous avez de la documentation, est-ce qu'il y a des livres sur tel ou tel phénomène, et nous on trouvait ça hyper intéressant. Et encore une fois, moi avec un regard très journalistique, c'est-à-dire on ne juge pas et on ne prend pas parti, alors est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. On est très sérieux dans l'approche, en même temps on veut traiter dans la revue des choses d'une façon un peu décomplexée. Donc les Américains disent la narrative non-fiction. Donc c'est voilà, un journalisme plus narratif, un petit peu plus subjectif. Donc le journaliste ou l'auteur peut dire je, peut s'impliquer dans son sujet. Et c'est comme ça qu'on a lancé la revue fin 2018. Pour l'instant, il y a 4 numéros. 4 numéros, un par an maintenant. Un par an. Et c'est ce qui nous a fait connaître un peu auprès des libraires, parce que au tout départ, on faisait tout nous-mêmes. On a tout monté tous les 3. On a sorti la première revue en à peine 6 mois, ce qui est très court pour une aventure entrepreneuriale de ce type-là. Chercher les contributeurs, monter le business plan, réfléchir au financement. Donc on a des aides de la région Pays de la Loire qui aident beaucoup le livre. C'est le cas aussi en Nouvelle-Aquitaine, ce qui est très bien, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition. Et on a une aide du CNL aussi, donc le Centre National du Livre, qui nous a aidés au démarrage. Et puis on a fait un financement participatif comme plein de maisons, plein d'acteurs culturels. Et après, pour parler de nos parcours, parce qu'on a aussi ta question. Voilà, Benjamin, c'est plutôt le journalisme, on a compris. Toi, Thierry. Du coup, Benjamin, c'est le journalisme, et puis il a pas mal bossé dans le domaine de la musique pendant 15 ans. Dans la communication. Donc Benjamin, c'est tout ce qui s'occupe un peu de la promotion des réseaux sociaux, de la relation aussi avec les libraires, d'aller voir les libraires, de s'offrir des petits cadeaux et tout ça. Et voilà. Et Clément, lui, il a une formation vraiment dans les métiers du livre. Il a beaucoup travaillé pour les presses universitaires de Rennes. Donc lui, il met en page, je ne sais pas combien de livres par an. Une quarantaine. Mais il met beaucoup en page de livres, des livres universitaires assez techniques, des choses assez pointues. Donc il a vraiment l'habitude de ça. Et il connaît très bien le fonctionnement du monde du livre, c'est-à-dire comment est pensé le prix du livre, les différents acteurs du livre sur la chaîne du livre. Comment tout ça fonctionne, comment fonctionnent toutes les petites mains qui vont faire le livre du début jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment une longue chaîne avec beaucoup de métiers différents, toutes les étapes, comment vraiment structurer un projet, parce qu'il y a beaucoup de phases dans la création d'un livre, beaucoup d'étapes, et donc lui il a vraiment tout cet esprit vraiment de structuration, de synthèse du projet. Et on a tous les 3 aussi des cultures littéraires assez différentes. Clément Le Priol, il a une culture littéraire, je dirais plutôt classique, on va dire, même s'il s'intéresse aussi à beaucoup de choses, mais il a lu beaucoup de classiques que nous n'avons pas lus. Benjamin, il lit beaucoup de choses très diverses, je pense. Ouais, on est assez complémentaires. Ouais. Lui, Clément a fait des études en sciences politiques, puis il a une approche aussi très sciences sociales, sciences politiques et énormément de classiques. Il a fait sa thèse son mémoire de master sur la NRF. Période sombre, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il a une approche, et c'est un bibliophile, il collectionne énormément, il achète beaucoup de livres. Bon, c'est notre cas là, tous les 3. On a ce problème d'addiction. Voilà, il achète beaucoup de livres. Et puis pour ma part, moi je viens plus En fait, j'arrive plus à la typo, justement, au livre, pas forcément par le texte en soi, mais plutôt par les lettres. Et je veux dire par là qu'en fait, je suis dessinateur de caractères et je suis graphiste. Donc mon travail, c'est de concevoir des typographies, c'est de dessiner des alphabets et c'est de faire aussi des couvertures de livres. Et donc moi, je suis arrivé dans l'édition plutôt par le côté typographie, mise en page, graphisme, objet. Et après, ma culture littéraire, elle vient au fur et à mesure du temps, elle grandit au fur et à mesure du temps. Mais je suis plutôt venu par l'objet au départ. Donc finalement, nos 3 compétences, elles viennent se croiser. Et il arrive dans la même semaine à faire la refonte du logo de Orangina et en même temps faire une couverture d'un livre chez Grasset et en même temps d'être sosie officiel de Pierre Ninet. Plusieurs casquettes. C'est incroyable.
tout à fait, voilà. Vous avez tous les deux des sites internet, donc vous pouvez aller voir. Oui. Vous pouvez aller voir le travail de Thierry au niveau esthétique, graphique sur internet, et aussi ton site. Là, j'ai vu ça ce matin aussi. Ouais, en fait, on a tous une activité indépendante, et on a la maison d'édition, et on a en plus une agence où on fait des livres pour d'autres. C'est-à-dire qu'on vient nous voir en disant vous avez de l'expertise sur des livres ou sur des revues, on a tel ou tel projet, donc on a des typologies de clients vraiment différents, des restaurateurs qui veulent faire des livres autour de la cuisine, des artistes, et là on travaille pour la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire, sur un guide autour de l'architecture en Pays de la Loire sur les 10 dernières années, enfin 2010-2020, un gros guide de 250 pages avec de la cartographie, quelque chose sur laquelle travaille beaucoup Thierry. Et du coup, on a plein d'activités, et c'est super. Et on se retrouve aussi beaucoup sur la maison, qui prend beaucoup de temps. Et vous comprendrez, une maison d'édition indépendante, petite comme la nôtre, c'est très compliqué d'en vivre. C'est même quasiment impossible. Donc on est obligé d'avoir des activités à côté, mais avec une passion. Moi, je pense Bouclard, je dors Bouclard, je rêve Bouclard, je mange Bouclard. Voilà, je fais tout Bouclard. Et préciser aussi que vous faites le choix d'une impression locale. C'est-à-dire que la plupart des livres des grands éditeurs, eh bien, ils sont imprimés parfois très loin. Le livre jeunesse, souvent en Chine, en Asie, en Asie, en Europe de l'Est, beaucoup, en Espagne, en Italie. Vous le voyez, normalement c'est écrit à la fin dans les livres. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi les gros éditeurs le font, c'est que à peu près... on va dire que c'est à peu près 30% de coût d'impression en moins par rapport à une impression en France, qui est lié au fait que, on va dire, la masse salariale dans ces pays-là est beaucoup moins importante qu'en France. Et par contre, le pendant négatif, c'est que c'est beaucoup de déplacements, donc c'est beaucoup de... C'est un impact environnemental assez énorme. Après, nous, notre choix, c'est que l'imprimeur, c'est un ami. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec lui. Il est à 10 minutes du centre-ville de Nantes, et nous avons des subventions, notamment de la région Pays de la Loire. Et moi, j'ai trouvé toujours ça un petit peu compliqué d'imprimer en Europe de l'Est quand on a des subventions de la région. En disant qu'on a un acteur du livre en région, et d'aller imprimer, je trouve ça un peu délicat, et j'aurais vraiment du mal à me regarder dans une glace en disant j'imprime en Europe de l'Est ou en Chine. Ce qui fait que économiquement, la marge que nous, en tant qu'éditeurs, on récupère, pour être très très schématique, sur un livre vendu en librairie, on récupère à peu près 10% du prix de vente. Du coup, ça veut dire qu'il faut en vendre vraiment beaucoup, et on touche la même portion à peu près que l'auteur ou l'autrice. Si vous prenez ça chez un livre de Grasset ou de Gallimard, c'est pas du tout la même limonade, parce que les coûts d'impression sont beaucoup moindres. Pour la plupart, c'est eux qui diffusent et distribuent, donc ils ont aussi cette marge. Après, quand vous êtes Houellebecq, vous avez des pourcentages, quand vous êtes un gros vendeur, vous allez avoir des pourcentages de l'ordre de parfois 18% sur les ventes, donc c'est très, très conséquent. Nous, c'est pas la même chose, les livres coûtent très cher à fabriquer, par rapport à d'autres. Moi, c'est pas du tout un tabou, mais un livre de Riffard, comme ça, il sort à juste l'impression, c'est à peu près 4 €. Après, vous rajoutez la diffusion-distribution, ça va être 12-13 €. C'est-à-dire que acheminer le livre chez le libraire, faire la promotion, ensuite vous allez avoir la part pour l'auteur, ou là en l'occurrence, on en parlera son ayant droit. Une part pour nous. Si vous prenez un livre chez Gallimard ou Grasset, juste l'impression du livre, c'est en dessous de 90 centimes. Et vous l'achetez 24 € en librairie, parfois, ou 20. C'est-à-dire que les marges ne sont pas du tout les mêmes, mais parce qu'ils font beaucoup plus de volume. C'est pas la même ingénierie derrière. Nous, on est des tout petits poussés à côté. Donc il faut être intelligent et essayer aussi de publier ce qu'on a envie de publier et de faire des bons choix. Voilà, vous allez nous présenter quelques-uns de vos choix, quelques-uns de vos titres tout à l'heure, et puis ensuite on va glisser vers Roger Riffard et sur comment vous l'avez redécouvert et comment il a intégré votre catalogue, mais peut-être avant, Lionel, si tu veux bien, donc cette fois-ci. J'ai aussi, bon, dans la voix. Ah oui.
Ah, mais c'est vrai que ce sont des univers un peu similaires, hein. Simon, Bernard Dimer, Rivard, c'est un côté. Le Prest, plus récemment. Ouais. Voilà. Bon, on nous a beaucoup parlé de travail, on va parler d'amour. Mais oui, les amours sont aussi difficiles que le travail. Alors, des fois, elles commencent difficilement. Une rousse mélancolie prend mon cœur pour un promenoir. Quand j'ai le souci que tu m'oublies, quand je suis 2 jours sans te voir. Et si l'espoir que tu m'apportes était un piège qu'on me tend, voici qu'on signale aux étangs un premier train de feuilles mortes. Le vent d'automne nous attend, le vent qui vadrouille sans trêve, poussant les feuilles et les rêves vers des hasards inquiétants. L'hirondelle nous abandonne, le soleil dit « Salut, bonsoir ». Ils s'en vont tous à Barcelone quand je suis 2 jours sans te voir. Ne pense pas que je soupçonne quelques défauts dans tes discours. On a vu maintes amours périr au fouet du vent d'automne. Le vent d'automne nous attend, le vent qui vadrouille sans trêve, poussant les feuilles et les rêves vers des hasards inquiétants. Pêle-mêle, battant de l'aile, la java des papillons noirs tourne, tourne dans ma cervelle quand je suis 2 jours sans te voir. Il faudra vaincre de misère pour sauver notre amour naissant, car le vent d'automne est puissant, comme la langue des commères. Le vent d'automne nous attend, le vent qui vadrouille sans trêve, poussant les feuilles et les rêves vers des hasards inquiétants. Une seconde chanson qui a trait à l'amour aussi. Donc, les histoires d'amour à leur commencement sont difficiles. Et à leur fin aussi, elles sont parfois difficiles. Au douze coup de minuit, ma femme tomba dans un puits. Et depuis lors, époux fidèle, je soupire sur la margelle. Et pour tromper mon chagrin, je fredonne ce refrain. Ah, si j'avais une corde, éperdue de miséricorde, je crois que rien ne pourrait m'empêcher de m'en aller la repêcher. Je crois que rien ne pourrait m'empêcher de m'en aller la repêcher. Je ne mange plus depuis qu'elle baigne au fond de ce puits, et je veille en sentinelle sur le bord de la margelle. Et sans vouloir me vanter, je me dis en vérité que si j'avais une échelle brûlant d'amour pour ma belle, je m'en irais sans plus de discours, rapidement lui porter secours. Je m'en irais sans plus de discours, rapidement lui porter secours. Comme d'un prompt appui, gémit-elle du fond du puits, et moi redoublant de zèle, assis près de la margelle, je lui chante doucement pour apaiser son tourment. Ah, si je possédais un treuil, j'éviterais un triste deuil. Car je serais, n'en doute pas, épargné ce pénible trépas. Car je serais, n'en doute pas, épargné ce pénible trépas. Puis jugeant que je ne puis
l'abandonner dans ce puits. De temps en temps, je l'appelle, penché par-dessus la margelle. D'ailleurs, je me fais un devoir de ne point perdre tout espoir. Preuve que les gens secourables sont précieux pour leurs semblables, et les assistent sans faiblir jusqu'à leur dernier soupir. Et les assistent sans faiblir jusqu'à leur dernier soupir. Et les assistent sans faiblir jusqu'à leur dernier soupir. Et les assistent sans faiblir jusqu'à leur dernier soupir. C'était la Java du vent d'automne et la Margelle. Et vous précisez que tous les textes des chansons de Roger Riffard, vous pouvez les retrouver sur un site en free.fr. rogerriffard.free.fr. Voilà, rogerriffard.free.fr, et vous avez, c'est un site de fans, des éléments biographiques, mais surtout tous les textes des chansons qu'il a pu... Et est-ce qu'on programme de le retrouver un jour aux éditions, avec les éditions Bouclard? Les textes Ouais. de ces chansons, on en a parlé. Pour l'instant, non. Il y a 2 acheteurs. Mais alors je vous expliquerai. Moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'un édite. Alors c'est là où il y a la proximité avec la musique, entre l'édition littéraire et la musique. Il y a des éditeurs de chaque côté. Et d'essayer de voir si un label de disques ne voudrait pas rééditer ces disques. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais je ne désespère pas. Vous verrez, on a quelques coups de chance sur voilà, tout ce qui tourne autour de Roger Riffard. Donc peut-être pour moi la musique, je préférerais, en tout cas pour respecter son travail, que la musique reste la musique, c'est-à-dire que ça soit réédité sous forme de disque, plutôt que comme des textes, parce que voilà, ça me semble plus correspondre à la façon dont il les a écrites, ces chansons. Et les romans étant une autre facette du personnage. Qui a de multiples facettes. Il y a voilà, énormément de facettes. On va en parler. Alors juste avant de vous demander comment vous avez retrouvé Roger Riffard et comment vous avez retrouvé les ayants droit pour pouvoir le publier, est-ce que vous voulez, comme on a parlé de la création des éditions Bouclard, de la revue, nous présenter quelques-uns des titres à votre catalogue, sorti récemment, et que les gens éventuellement pourront emmener avec eux ce soir et découvrir? Non, parce que il y a un travail graphique, c'est ta partie. Mais si tu veux, l'aspect objet aussi, voilà, pour chaque livre. Donc, moi je vais vous parler de ce livre-là, un chouette livre. Les Assises du temps perdu. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, les Assises du temps perdu, qu'est-ce que c'est? Une histoire de rencontre, là encore. On sent le conférencier. En fait, dans Bouclard numéro 2. Oui, Bouclard numéro 2. Dans Bouclard numéro 2, il y avait un article d'une autrice qui s'appelle Émilie Houssaat. Et Émilie Houssaat est une grande proustienne. Et elle s'est dit, tiens, il y a des rencontres proustiennes. Donc, elle a écrit un article qui s'appelle Saturday Proust Fever. Et donc, elle est allée à une rencontre de cercle proustien, se demandant finalement qu'est-ce qu'un proustien, qu'est-ce que ça lit, comment ça s'habille, qu'est-ce que ça mange, comment ça se comporte un proustien. Et donc elle va sur place et elle nous raconte finalement ce week-end proustien un peu à la manière d'une ethnologue. Et là-bas justement, en mangeant, elle discute avec un jeune homme. C'est véridique. Oui. Elle rencontre avec un jeune homme qui s'appelle Anthony Guéret, qui est designer. Il conçoit des meubles. Et ce jeune homme lui dit, moi j'ai un projet, j'aimerais faire des meubles sur les personnages de l'œuvre de Proust. Et donc cet homme-là s'est dit, tiens, pour les différents personnages principaux de la recherche du temps perdu, je pourrais faire un meuble qui correspondra à chaque personnage de l'œuvre. Et donc le meuble est dans sa forme est conçu pour coïncider avec les caractéristiques principales du personnage, quoi. Et donc elle nous a parlé de ce projet-là, on s'est dit mais oui c'est fantastique, donc on s'est mis en relation avec Anthony Guéret, et donc on a fait ce livre. Donc dans ce livre vous avez à la fois les croquis d'Anthony Guéret, et puis après son analyse lui du personnage et pourquoi il a conçu le meuble de cette façon, au regard sur la page d'en face de l'analyse
Émilie Houssac qui met finalement un contexte et qui explique qu'est-ce que signifie ce personnage dans l'œuvre de Proust en général. Et donc voilà, il a fait ces différentes chaises qu'il a réalisées, voilà, avec des procédés de fabrication un peu assez complexes, artisanaux. Qui font que les chaises, donc ce sont que des chaises, coûtent extrêmement cher en vérité. Entre minimum la chaise de bistrot, qui s'appelle Odette, coûte 800 €. Une assise qui ressemble à un fauteuil avec un repose-pied. Je dis ça avec mon vocabulaire. Ça peut monter jusqu'à plus de 6 000 €. Elles sont tressées, certaines sur les îles Orkney en Écosse. C'est un vrai travail artisanal, très long, très complexe. Et Anthony est brillant dans les échos que je peux en avoir, sans doute un des futurs grands designers de mobilier français. Et un de ses meubles est rentré il y a quelques semaines au Mobilier National. Donc c'est quelqu'un de brillant et qui nous a amené sur un plateau ce projet en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je n'ai jamais lu Proust. Pour le coup Clément oui. Et du coup on s'est dit bah voilà, et on va le faire. Et c'est un des livres qu'on a le plus vendu depuis la création de la maison. C'est le troisième retirage de ce livre-là, donc en fait c'est un succès que moi je n'attendais pas au départ. On comprend mieux le titre, les assises. Les assises, voilà. Maintenant qu'on a l'explication. Exactement. Et puis il est enveloppé, voilà. C'est du papier calque. Ouais, une sorte de papier calque, c'est un papier de création. Qui s'appelle le Pergamenata Bianco. Donc nous on travaille avec un papetier italien qui s'appelle Federoni. Et en fait toute l'identité visuelle est basée sur un cachet dévoilé. Enfin, on essaye de cacher un peu et de dévoiler cet objet, ce qu'il y a. Et on a plusieurs collections, et cette collection s'appelle l'Officine. On voit ça comme une sorte de petit laboratoire de curiosité où on teste, on expérimente des choses, un peu comme le lien entre la littérature et autre chose. Il se trouve que là, c'est le lien entre la littérature et le design d'objets. Et donc, dans certains ouvrages anciens, vous aviez comme ça une protection qui vient envelopper un peu l'élément pour le protéger. Et vu que là on parlait d'objets, de croquis, de façonnage, de fabrication, on trouvait ça bien de soigner l'objet autant que le designer sélectionne ses meubles. Et donc on peut l'ouvrir comme ça, et ici on voit en fait la reliure du livre. Donc ce type de reliure s'appelle une reliure suisse. Donc c'est l'idée de ne pas cacher ça mais de le faire apparaître. Donc là on voit comment l'objet en fait est comme si on regardait un peu une chaise par en dessous, on va voir les détails de la fabrication. Mais du coup, on peut vous le passer pour que vous regardiez de plus près. Et ça, voilà. Et Thierry allait chercher une police de caractère, entre autres d'une maison typographique suisse. Et c'est une typographie qui s'appelle Sang Bleu Empire. C'est vrai. Donc qui collait aussi un peu à la période. Donc Empire. On va sortir un objet comme ça. On voudrait une fois par an. C'est très compliqué à faire, très technique. Notre imprimeur, à la base, il fait du brochage, il fait des programmes de structure culturelle, il fait de la propagande d'élection. Donc, lui ramener un projet comme ça, mais il adore ça en fait. Et du coup, il s'amuse, donc il essaie de nous apporter des solutions. Par exemple, là, vous voyez la couture, quand vous ouvrez la couture sur la reliure suisse, si elle n'est pas contre-collée un petit peu, elle risque de se déliter, donc il faut qu'elle soit recollée. Donc ça, il y a eu un peu... On voulait une couture noire, donc trouver du fil noir pour faire des livres, eh ben, c'est pas forcément évident il a fallu trouver. Et on prend des risques aussi, l'impression sur le calque, on n'était pas sûr à 100% du rendu en termes de transparence. Et comme nous sommes des gens facétieux, et nous aimons les petits cache-cache, sur chaque retirage, il y a une différence. Voilà. Nous avons apporté 2 modifications sur chaque tirage. Donc le premier tirage est d'une forme, enfin, et le deuxième et le troisième ont deux différences. La dernière est en 4e de couverture et l'autre est beaucoup plus subtile. Donc à vous de la trouver. Est-ce que tu souhaites présenter donc ça c'est la collection L'Officine. Les Roger Riffard ils sont dans la collection Récidive. Et là vous avez 2 autres collections. La collection 109 et Tout est vrai ou presque. Alors, notamment le ça peut-être tout est repris, j'en parlerai peut-être à la fin. Ouais, comme ça on conclura là-dessus si ça ne te dérange pas, qui vient juste de sortir. Ouais.
Et Le 109, ou la carte. Je peux présenter 109. tu prends Je présente la carte. Donc 109, on voulait publier des textes de jeunes auteurs et autrices de langue française. Donc 109, le chiffre, hein, 109 et Voilà. 109. Donc c'est 109. 109, c'est aussi un jeu de mots. 109, Youngblood en anglais, donc 109. Très vite, on s'est dit, on va aller chercher des textes de jeunes auteurs voilà, qu'on nous amène aussi. On reçoit des manuscrits, on parle de choses avec nos auteurs, notamment de la revue, parce que vous voyez, la revue elle nous permet de créer ce réseau avec des auteurs et des autrices, et notamment un réseau avec le Québec. Donc on a publié dans la revue une poétesse québécoise qui s'appelle Maude Veilleux, qui est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup ses textes. Et par encore le fruchement des rencontres, on est tombé voilà, à Bruxelles, À la foire du livre de Bruxelles. voilà, juste avant le premier confinement. Ouais. On s'achète pas mal de livres québécois en se disant tiens, ça serait intéressant d'aller voir dans les textes québécois non publiés en France ce qu'on pourrait se mettre sous la dent. Et Clément, pendant le premier confinement, m'appelle et me dit j'ai trouvé un truc, c'est super bien, je te l'envoie par la poste. Et je reçois le truc, c'est ce livre qui s'appelle Les cicatrisés de Saint-Sauvignac. Et c'est écrit à une main, donc une autrice et 3 auteurs québécois, très jeunes, ils ont un peu plus de la trentaine. Ils ont écrit un chapitre chacun, ça se passe sur une année, donc chacun écrit une saison, printemps, voilà. Et c'est l'histoire d'une ville fictive qui s'appelle Saint-Sauvignac, où il ne se passe rien, et on suit des adolescents, et qui vont se retrouver confrontés à enfin une activité, la construction d'un énorme parc aquatique et d'une gigantesque glissade d'eau. Et il va se passer quelque chose qui va chambouler la vie de cette petite ville et de ses adolescents. Et ce qui nous intéressait, c'est que les Québécois ont un vrai temps d'avance sur nous, sur un certain nombre de thématiques. Sur les rapports hommes-femmes, sur le sexisme, sur le rapport au corps, un certain nombre de choses. Et on a trouvé que le texte était pile dans ce qu'on avait envie de défendre, avec une langue québécoise qui n'est absolument pas difficile à comprendre, qu'il faut prendre comme un cadeau. On n'a absolument pas retouché le texte. C'est le texte québécois d'origine, publié par une autre maison donc de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vous savez, les éditeurs, on achète des textes. Parfois on les fait traduire, en l'occurrence c'est du québécois. Et on a fait ça, on n'a absolument pas retouché. Ça donne une écriture qui est très musicale, qui vous fait aller chercher des mots parfois, que vous trouvez beaux, et puis ça ne vous arrête pas, parce que vous dites, oh, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais je vois un peu l'énergie dans laquelle il est. Et on s'est retrouvé avec 2 de ces auteurs qui sont devenus un peu des stars de la littérature au Québec. Simon Boulris, qui est un animateur aussi, comédien, metteur en scène, et Jean-Philippe Bariguera, qui est pareil, comédien, fait de la voix, fait du stand-up, et il fait des cartons littéraires et aussi au théâtre au Québec. Et voilà, on est tombé sur ces textes et on a eu la chance de signer ces textes, et vous le verrez, nous aurons d'autres textes québécois dans les prochaines années, dont un qui nous a fait beaucoup rire avec Thierry, puisque nous avons découvert que nous étions sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il en est question dans un livre qui sortira en novembre, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de quelqu'un, une québécoise, qui écrit sur un chemin pour oublier et se sortir d'une déception amoureuse. Alice s'est fait plaquer par Fabrice et elle décide de lui marcher dessus, puisque le livre s'appelle Alice marche sur Fabrice, en traversant l'Atlantique et en faisant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un roman qu'on publiera en novembre cette année. D'accord. Voilà. Ouais, il y a plusieurs variantes, je ne sais pas si le chemin passera par Pujol. Mais dans ma tête, ça passe par Pujol. Pour moi, il passe par Pujol, quelque part, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui peuvent y ressembler. En tout cas, il passera par la bibliothèque. Le texte y sera. Et c'est une jeune autrice qui s'appelle Rosalie Roy-Boucher, c'était son premier roman. Ouais. Et elle sort d'études littéraires à l'Université de Montréal. Et elle est extraordinaire. Elle est extrêmement. Alors, il y a aussi ça, c'est que nous, on cherche des auteurs, des autrices, mais des êtres humains, avec qui on s'entend bien, des gens gentils et simples, et
talentueux et elle est vraiment hyper gentille. Les Québécois, ils ont un truc qui est à la fois assez américain dans Dans la l'approche, proximité. et dans la proximité, dans le fait que les choses sont simples pour eux, plus simples parfois que pour nous. Et du coup, on a aussi apprécié la personne et ce qu'elle avait à dire. Et donc, Clément va la rencontrer, puisque... Thierry. Oh, je confonds. Je vais m'en aller, je vais m'envoler pour le Québec bientôt. Et je vais faire une petite tournée des libraires québécois, des auteurs québécois, des gens avec qui on aimerait bien travailler. Donc voilà, je m'envole bientôt. Après, je sais pas si on a... Voilà, donc on va venir à Roger Liffard, hein, bien sûr. Une dernière chose à vous présenter aux éditions Bouclard, et alors là c'est quelque chose d'extraordinaire, un objet, une carte hydrographique de la littérature. C'est fou cette histoire. Alors, tu peux nous... En fait, le truc, c'est qu'en Bouclard numéro 3, on avait demandé à un de nos auteurs, Fabrice Chillet, d'écrire un texte sur le rapport entre la navigation et la littérature, entre la mer et la littérature. Il a écrit un texte qui s'appelle « Les marins savent lire eux aussi ». Et la question, c'était de voir comment on allait illustrer ça. Donc comment faire pour illustrer un texte qui parle de ce sujet. L'idée, c'était de faire des sortes de fausses cartes. Donc j'ai fait plusieurs fausses cartes. Ici, il y a une première carte où j'ai placé des titres qui font référence à la toponymie, par exemple l'île mystérieuse, la forêt Walden, la côte de chez Swann, la montagne magique, ainsi de suite, quoi. Après, ici, il y avait une seconde carte sur les voyages dans la littérature. Donc là, j'ai mis le voyage de Robinson Crusoe, du Tour du monde en 80 jours, d'Ulysse. Et une dernière carte, qui est une carte des profondeurs de la littérature. Et donc on s'est dit qu'on allait là en faire une vraie, parce que quand on a besoin de se repérer dans les profondeurs de la littérature, autant avoir une vraie carte. Donc elle est là, elle existe. Au départ elle était dans ma tête, et puis après elle est devenue réelle. Donc dans cette carte de la littérature, vous avez la profondeur indiquée non pas en termes de nombre de mètres, comme sur les cartes marines, mais bien indiquée en termes de nombre de pages. Donc finalement, si vous êtes proche de la côte, vous avez presque encore pied. Là, vous avez le Petit Prince, 120 pages. Après, vous vous éloignez vers le large, vous arrivez vers 100 ans de solitude. Et quand vous allez encore plus loin, vous allez vers la fosse abyssale de la littérature. Et là, il y a justement À la recherche d'un perdu, Guerre et paix de Tolstoï, Dune, beaucoup de choses de fantastique, d'heroic fantasy, de science-fiction, Harry Potter, les frères Karamazov, les destins, voilà, plein de choses comme ça, Guerre et paix. Le comte de Monte Cristo. Voilà. Et donc ça cartographie la littérature. Avec l'île Folio. C'était un peu une blague au départ. On s'est dit on l'imprime en vrai et c'est devenu... Alors c'est un livre au sens vraiment comment dire, juridique. C'est un ISBN comme un livre. Et c'est devenu notre best-seller. Je pense que c'est ce qu'on a le plus vendu. Alors peut-être un peu... On a vendu autant de Riffard pas très loin, je pense. D'accord. Et à la base, c'est une blague entre nous. Bien sûr, mais vous touchez le fond. Oh, c'est très beau. On touche le fond. Et ça, c'est un vrai défi de bibliothécaire pour le catalogage. Ouais, pour cataloguer. Pour que ça circule sans être trop abîmé. En fait, les gens, parfois aussi, vont regarder ce qu'ils ont lu. Et les gens, parfois, se l'offrent en famille pour dire tiens, moi j'ai lu ça, est-ce que tu as lu ça? Donc il y a un jeu qui se met en place qui est assez drôle. Et ça a été un peu compliqué techniquement parce que au départ on ne fait pas de la cartographie nous, mais il ne faut pas choisir un papier trop épais parce qu'au niveau du pliage en machine c'est compliqué. Et donc là dans le retirage par exemple on a descendu un peu le grammage du papier. Et Thierry a une spécialité sur les cartes, il bosse beaucoup sur des cartes pour des clients. En ce moment, oui. Et en ce moment, voilà, on est pas mal là-dedans. Et confirmation de ce que tu m'avais dit, que Thierry aime le voyage. Voilà, je t'ai dit, le voyage et les cartes. Voyage, Et il est brillant. Merci. Voilà. C'est pas mal non plus. On garde Pirate pour tout à l'heure. À la fin, Pour la fin. Et on va aller vers Roger Riffard. Et c'est Lionel qui va nous faire la transition avec une chanson, Timo Léon, le jardinier. Alors, tout à l'heure, dans les deux textes que je vous ai dit chanter, il y avait la Margelle, l'histoire du puits, et
Un point commun entre la Margelle et Timoléon le jardinier, c'est qu'elles ont toutes deux été mises en musique par Riffard et chantées par Anne Sylvestre, en fait. Donc ce sont des chansons de Roger Riffard. Les gens ne connaissent pas forcément le nom, mais ils ont entendu les paroles par l'intermédiaire d'Anne Sylvestre. Vous pouvez la trouver facilement sur internet, cette chanson, Timoléon le jardinier, avec Gérard Morel, un autre spécialiste de Roger Riffard. Et, donc, par contre, j'ai fait une mélodie à ma façon. Je n'ai pas repris celle de Riffard. Alors, ma fille, d'où rapportez-vous tant de brindilles dans vos cheveux fous? Par quelle sorte d'horloge trompée n'êtes-vous rentré qu'à la nuit tombée? Voici maman, le vent ayant soufflé, au crépuscule je m'en suis allé, ramasser la feuille du marronnier, avec Timoléon le jardinier. Là, ma fille, nous apercevons quelques désordres parmi vos jupons. Mais par quelle manœuvre accidentelle en avez-vous déchiré la dentelle? Voici maman ayant prêté la main pour élaguer les ronces du chemin. Je dus aller trop loin dans le hallier avec Timoléon le jardinier. Clara, ma fille, sans épiloguer, je vous découvre des yeux fatigués. Encore qu'une étonnante lumière ce soir s'échappe d'entre vos paupières. Voici, maman, l'instant nous parut bon pour étaler de l'ail et de l'oignon. Et c'est pourquoi je fus dans le grenier avec Timoléon le jardinier. Clara, ma fille, ce zèle nouveau qui vous attache à de rudes travaux me semble passer un peu la mesure. Pouvez-vous m'en préciser la nature? Voici maman, souffrez que d'aujourd'hui je vous puisse être d'un précieux appui, tant il est vrai que vous vous surmeniez avec Timoléon le jardinier. Alors là, je vais vous lancer une question sur la vie de Roger Riffard. Et alors, il y a des réponses multiples, parce qu'il a eu plusieurs vies, plusieurs activités. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments biographiques voilà, sur ses vies, alors, d'instituteur, de cheminot, de chansonnier, de romancier, de comédien, de copain, parce que c'est presque une carrière de copain. De bons copains. Et alors, en fait, il est né en 1924 à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron. Donc, pas très très loin d'ici. Il y est toujours aujourd'hui, puisqu'il est enterré toujours dans l'Aveyron, à Banhart, sur la commune de Campourier. Si vous voulez aller sur sa tombe. J'ai un copain qui a envoyé la photo. Oui, c'est vrai que tu m'as envoyé. En fait, il a un peu des multiples vies. Donc oui, il se dit qu'il aurait été instituteur. Ça, je l'ai pas tout à fait retrouvé en cherchant en profondeur dans sa vie. Après, cheminot, c'est une partie de sa vie. D'ailleurs, comme d'autres gens avec qui il a joué après, ce qu'on voit dans les vidéos YouTube que tu as partagées, René Laforde, qui était aussi... les petits trains et les poseurs du rail. Et il a écrit sur
ce que moi j'appelle le prolétariat du rail, parce que en gros, il faut se rappeler que le rail, à cette époque-là, donc on va dire juste après-guerre, si vous avez vu la bataille du rail de René Clément sur les résistants, déjà ce sont des gens qui ont permis de libérer la France, que ça soit possible. Et on voit dans le film que c'est un boulot qui est extrêmement dur. C'est un boulot d'homme, parce que voilà, c'est comme ça. Et c'est physique, ça sent l'huile, c'est dangereux, on travaille beaucoup. Et on sent, moi je pense que c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Moi je l'appelle Roger, parce que je peux pas m'en empêcher. Ça devient parce qu'il y a toujours le côté copain. Ouais. Et je pense que ça l'a profondément marqué. Et ce qui l'a marqué, c'est le compagnonnage, quoi, être avec d'autres. Ce qu'on retrouve dans la grande descente, où par exemple dans la grande descente, ils ont tous un surnom, puisque voilà, quand on travaille à l'usine, on donne aussi des surnoms. On trouve ça dans plein de choses aujourd'hui, on a souvent des surnoms pour les autres. Et voilà, ça l'a marqué, ça a donné donc ces romans qui sont arrivés assez tôt en fait, dans les années 50. Et je pense qu'il écrivait déjà des chansons à l'époque. Et puis il s'est retrouvé à devenir chansonnier, donc chansonnier, ce qui était le terme à l'époque. Hein, aujourd'hui on dit chanteur. C'est l'époque du cabaret, voilà. Voilà, c'est l'époque des cabarets rive gauche à Paris. En gros, lui, si vous voulez le visualiser, il faut l'imaginer, si vous connaissez un peu Paris, donc 5e arrondissement, vous partez de l'école polytechnique, rue Descartes, vous descendez, il faut fermer les yeux si vous avez une bonne vision de Paris, vous descendez, vous arrivez place de la Contrescarpe, et ensuite vous continuez la descente, et vous arrivez rue Mouffetard. Et tout se passait là, à l'époque, dans les années 50, il y avait pas loin d'une vingtaine de cabarets. Et c'est là qu'ils rencontrent voilà, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe, René Fallet, dont je reparlerai après, et voilà un certain nombre de gens qui vont marquer, qui vont devenir des amis, dont Brassens, et qui se retrouvent dans ce cabaret qui s'appelle le Cheval d'Or, tenu par Léon Cherniac et sa femme Yvonne, et leur fils Gilles, qui a été celui... Alors il y a deux personnes qui sont importantes dans la réédition de Roger Riffard chez Bouclard, c'est Gilles Cherniac et c'est Édouard Jacquemou, qui est un éditeur. Éditeur, c'est un métier aussi, hein, des gens qui ont des maisons d'édition, il y a des éditeurs qui n'ont pas de maison mais qui proposent des projets. Et c'est Édouard qui nous a parlé de Roger Riffard en premier. Et après, c'est passé un certain nombre de péripéties, mais Gilles, voilà, ce sont ses parents qui tenaient, ce sont des juifs d'Europe de l'Est qu'on fuit de mémoire, je crois que c'est la Pologne, les pogroms, en gros, voilà, qui se sont retrouvés à Paris, manque de bol, Seconde Guerre mondiale, donc les juifs aussi sont dans le viseur, et il se retrouve juste après-guerre à Paris, et son père fait des visons. Parce qu'on sait que la communauté juive a à cette époque des métiers qui sont voilà, donc dans les vêtements, dans le vison. Et il monte un magasin de vêtements au 33 rue Descartes à Paris. Et c'est là que va se produire Roger Riffard. Donc, si vous cherchez sur internet, vous trouverez des photos du Cheval d'Or, notamment une avec Bobby Lapointe qui tient la porte du cabaret. Et Gilles Cherniac, quand j'avais écouté le Facebook Live, il expliquait que les premières fois, Roger Riffard arrivait avec sa tenue de cheminot. Ouais, il sortait du boulot. Il sortait du boulot. Et c'est petit à petit, ils lui ont dit Roger, il faudrait faire un effort de présentation, il restait jusqu'à la fermeture ensuite pour écouter les autres. Mais c'était, voilà, il sortait du boulot, c'était un prolo, quoi. Je pense qu'il s'est jamais posé la question, d'ailleurs, ça s'est vérifié par la suite, du succès, de vivre de sa musique ou de ses romans. Ouais. Ça a toujours été un peu, moi j'adore ces personnages, les perdants magnifiques. Vous voyez, ceux qui pourraient faire un truc génial, mais ça marche pas. Et dans le côté roman, mais même dans le reste de sa carrière, ça a jamais fonctionné, en fait. Et autour de lui, il y avait des gens comme Brassens pour qui ça cartonnait. Il a joué au cinéma avec des gens qui sont venus avec Gérard Depardieu, voilà, avec des gens qui sont venus avec Louis de Funès, et il est toujours resté dans l'ombre. Le théâtre avec Patrick Devers. Ouais, avec Patrick Devers, il y a une liste qui est assez incroyable de gens. Donc il est très ami il était très ami avec Daniel Prévost, qu'il appelle Roger. Il a joué au théâtre avec Jean Benguigui,
que j'ai eu au téléphone, parce qu'il est tombé sur la réédition de Roger Riffard, et il est tombé les nues chez son libraire, en disant mais qui sont les... Qui, en 2021, a bien pu avoir l'idée d'aller rééditer Roger, puisqu'il l'appelle aussi Roger. Et j'ai quand même eu, moi, dans cette aventure qui est quand même assez incroyable, moi j'adore les histoires incroyables. Après, il faut provoquer un peu les choses, mais j'ai quand même Daniel Prévost qui m'a appelé sur mon téléphone. J'ai cru que c'était une connerie, moi. Tu limites très bien. C'est Daniel Prévost. Je suis très content, je vous rappelais, j'ai reçu les livres. Et du coup, voilà, je ne pensais pas, quand on a lancé la maison d'édition, qu'on aurait Daniel que Prévost j'aurais Daniel Prévost au téléphone, parce que je l'ai eu après, qui me parle de Roger. Et c'est génial, en fait. Et donc, Roger, voilà, est devenu après, je pense, pour manger, quoi, est devenu comédien au théâtre, donc dans les années 60, dont tu parlais tout à l'heure, notamment à Marseille, dans plusieurs compagnies, et après au cinéma. Et pour vous donner une idée un peu de ce qu'il a fait au cinéma, j'ai lu dernièrement une biographie de Jean Gabin dans un excellent éditeur des régions Pays de la Loire qui s'appelle Capricci, qui est un éditeur de cinéma, qu'on fait un super bouquin sur Jean Gabin. Et Jean Gabin disait qu'au début de sa carrière, en fait, il jouait, vous voyez, le personnage du fond au théâtre, et il disait: mon métier, c'est de ressembler à un bec de gaz. Voilà, il est posé là, ça pourrait être un extincteur. Et le Riffard, en fait, servait à ça. C'était le troisième larron près du couteau qui est là, qui occupe un peu l'espace, qui donne la réplique à Peu de pied plus dans Rabbi Jacob, qui joue dans Buffet froid. Et il a donné la réplique à tous les plus grands comédiens et comédiennes français des années 60, 70, et après il a arrêté à la fin des années 70, qu'il est mort en 80. Donc vous pourrez vous amuser en revoyant ces films, à essayer de trouver parfois quelques secondes. Oui, quelques secondes où on c'est voit quelques Roger secondes. Riffard. Alors, Édouard Jacquemot, dont je vous parlais, donc, qui est éditeur, donc lui travaille pour Schnock, la revue Schnock, qui est une excellente revue, dans laquelle il avait écrit un article sur Roger Riffard, et c'est ça qui a été au tout démarrage de cette histoire. Il m'en a parlé sur un salon du livre. Voilà, on se fait des amitiés sur les salons, et il me dit: tiens, il faut que je t'envoie un article sur Roger Riffard et tout, que j'ai écrit, c'est peut-être un truc qui peut t'intéresser. Voilà, quoi, à l'intérieur de cet article, il y a un peu les prémices de l'histoire du bonhomme, et il a comptabilisé que selon lui, sur à peu près 60 films, il apparaîtrait au total à peu près 18 minutes. Ça vous donne une idée de sa carrière au cinéma et de ce qu'il a pu gagner financièrement dans sa vie de comédien. Et voilà, mais je pense que c'est pas ce qui l'intéressait. Il a fait des publicités aussi. Ouais. Une pub pour la Samaritaine, une pub pour la Samaritaine, et une pour les chipsters dans une gare, voilà, un passage à niveau. Il s'occupe de. Voilà. Après, moi, ce qui m'a touché aussi, c'est que moi, je suis ici en partie d'une famille de cheminots. Mon oncle était cheminot. Et ma grand-mère travaillait à la poste. Il y a aussi un truc, je trouve, voilà, de choses que moi j'ai vues, dont je me souviens chez mes grands-parents, et ce que pouvait me raconter mon oncle aussi sur le monde des cheminots. Et voilà, et Riffard, donc, il meurt pour pousser le truc jusqu'au paroxysme. Incroyable. Il meurt le 28 octobre 1981. 2 heures avant Brassens. Donc sa mort elle-même est totalement inaperçue, puisqu'il meurt juste avant Brassens. Et le bon mot d'Anne Sylvestre qui dit qu'il est mort en levée de rideau, de Brassens, et avec qui il était très copain. Ouais, ils étaient très copains sur Internet. Vous cherchez, enfin tu en as partagé certaines sur Facebook, mais voilà, ils ont joué ensemble. Donc effectivement, d'après mes infos, ils n'ont pas joué ensemble sur scène, c'est-à-dire que Riffard n'a pas joué en levée de rideau sur les grands concerts qu'a pu faire Brassens à Bobino, je pense même à l'Olympia et tout ça. Mais ils se sont croisés dans les cabarets. Il faut voir que le Paris des années 50, c'est un Paris interlope, autour de l'alcool, des soirées. Moi, Gilles m'a fait une balade de 2 heures, justement, de cette grande descente entre la rue Descartes et la rue Mouffetard. Et c'était incroyable à l'époque. Les étudiants de Polytechnique, quand même, une des écoles les plus connues en France, représentant la République, fondée en partie, enfin, je crois que c'est Napoléon, avec le bicorne et tout ça, sortaient le soir, allaient dans un petit cabaret qui leur avait installé
cachés derrière des petits casiers, ils se changeaient, ils mettaient des vêtements civils, ils allaient faire la nouba, faire n'importe quoi, notamment dans un cabaret qui est un des premiers cabarets lesbiens, avec beaucoup de spectacles, avec beaucoup de lesbiennes, ce qui était encore assez tabou à l'époque. Et donc ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, et puis ils rentraient en essayant de marcher droit, après s'être réhabillés dans le fond du cabaret ami, pour rentrer le soir devant le peloton qui devait vérifier qui rentrait dans l'école polytechnique. Donc c'est un endroit qui était incroyable et qui mélangeait les X, je crois on dit, de Polytechnique, ou c'est l'école Saint-Cyr, je ne sais plus, et des ouvriers quoi, qui venaient comme Henri Fabre. Faut pour vraiment bien se donner l'image, c'est qu'en gros c'était Bobby Lapointe, Brassens et Riffard assis sur le rond-point de la place Contrescarpe en train de boire du picrate, du mauvais vin, puisque je pense qu'ils n'avaient pas trop d'oseille, et de voir ce qui se passait autour, voilà, ce qui se passait, la vie du quartier, quoi. C'est un peu ça. Voilà, les vidéos que vous pourrez trouver, vous avez dans la même pièce Brassens à la guitare, avec René-Louis Laforgue, avec qui il était très ami aussi, qui est mort lui dans un accident de voiture un peu en tragique, 67. Et Riffard assis sur le comptoir, alors tous avec la pipe, la cigarette. Et Brassens d'ailleurs est là, il joue à la guitare aussi derrière, on voit, et c'est là qu'on voit que Brassens a toujours eu l'air vieux, parce qu'à l'époque de la vidéo, il est jeune, mais on se dit, il a déjà cet air, voilà, avec sa pipe et tout. Il est déjà vieux jeune, quoi. Ouais, il est jeune. On a oublié des choses sur la vie de Roger Riffard. Il y en aurait plein d'autres à des dire. anecdotes. Mais après, on va l'aborder. Et alors, c'est cette personne qui a signé la préface. Ensuite, le contact qui s'est fait entre vous et comment vous êtes arrivé à finalement cette découverte des textes jusqu'à la publication. Et puis juste après, on va parler de ces deux romans et en lire des extraits. En fait, Édouard me fait lire l'article de Schnock. Et il m'envoie par la poste un livre physique, donc c'était aux éditions Julien à l'époque. Il m'envoie La Grande Descente. Je ne trouvais plus. Et un autre, Les Jardiniers du Bitume ne se retrouvait pas, donc il l'extrait de la BNF. Donc là, vous savez que la BNF, on dépose tous les livres et ça archive tout ce qui est publié en France, ce qui est une richesse incroyable. Tous les pays n'ont pas ça. Ce qu'on appelle le dépôt légal. Et le dépôt légal nous a permis de retrouver ce texte-là qui était impossible à trouver en bouquinerie. Vous cherchez sur internet et les éditions originales, c'est très très compliqué à trouver. Et il m'envoie le texte, ensuite on s'en parle avec les gars, j'envoie le texte aux gars, et on se dit mais c'est incroyable, quoi. C'est des textes qui sont d'une beauté, c'est des romans d'amitié, c'est des romans de prolétaires, c'est hyper sensible, ça dit plein de choses, c'est un roman noir, voilà. Moi je vois des images de choses et c'est très le début de La Grande Descente, vraiment on a les images, quoi. On voit le personnage, on voit ce qui se passe et on se dit c'est super. C'est le premier confinement, moi je m'emmerdais à la maison. J'ai une fille de 10 ans, vous voyez, passer d'avoir fait l'école à la maison, au bout d'un moment, fallait s'occuper. Et je rappelle Édouard, et je dis, Édouard, écoute, on en a parlé entre nous, on trouve ça super, comment fait-on par la suite? À qui on doit s'adresser? Et là, il me dit, je me souviens au téléphone, il me dit, j'ai oublié de te dire un truc. Petit détail. Et là, je me dis, oh là là, ça c'est pas bon. Il me dit, en fait, j'ai essayé de trouver ces endroits en 2017, j'ai jamais réussi. Et là, je suis attends, tu viens de m'envoyer un truc, le texte super, et tu me dis que potentiellement on peut pas le publier. Donc là, je me dis merde. Donc je m'ouvre une première bière, je me dis comment fait-on? Et puis je me dis allez, plan d'attaque. Donc je me prends une deuxième bière à la maison, vous voyez, premier confinement, et je me dis alors ok, donc je commence à aller sur internet. Moi, je suis fils de gendarme. Donc, les enquêtes, ça me connaît. J'ai ça. J'adore. Et parce que ça, c'est vrai que c'est une vraie enquête. C'est une vraie enquête. Donc je me dis, ok, alors hop, je me mets sur internet, je regarde, je vais sur le fameux site Roger Riffard. Savoir s'il a les enfants, voilà. Alors, je vais voir en bas qui a fait le site. Donc je vois les noms, je commence à les chercher dans les annuaires. J'appelle, je dis voilà, je suis éditeur, je m'intéresse au texte de Roger Riffard. Ah oui, alors appelez machin. Alors j'appelle machin qui me dit non mais appelez machin. Et puis appelez machin, donc je tombe sur Gérard Morel, donc chansonnier qui a fait un spectacle qui s'appelle Gare au Riffard avec Anne Sylvestre et il réinterprétait des textes de Roger Riffard. Et je me retrouve à un moment carrément au Canada.
de quelqu'un qui connaissait Anne Sylvestre, qui devait me mettre en relation avec Anne Sylvestre. Mais Anne Sylvestre meurt. Donc le livre les livres lui sont dédicacés d'ailleurs, parce qu'elle aurait été très touchée de savoir qu'on rééditait son Corel à la fin. Donc là je fais, mais c'est plusieurs mois de recherche sur les... Vous connaissez Copain d'avant? Je suis allé sur Copain d'avant pour essayer de trouver, en fait... J'ai fermé les portes au fur et à mesure, c'est-à-dire que je découvre qu'il avait un fils, que son fils est décédé assez jeune, qu'il avait une femme, qui s'appelait Henriette. Et Henriette, je pense que, vous allez voir, l'image est vraiment à propos. Alors on avait soupé de Roger, je pense qu'il ne devait pas trop à la maison. Vous voyez, côté, on va boire du picrate au mouffetard, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, il est bien gentil, donc voilà. Et à sa mort, elle aurait dit texto, j'ai remis le couvercle sur la marmite, je ne veux plus entendre parler de lui. Et du coup, on me raconte ça. Donc là, je le sais par plein de trucs bizarres. En fait, elle avait une dame de compagnie à qui on disait ça à l'époque, j'ai découvert ça, c'était ta voisine. Et elle lui racontait des choses. Et un jour, je tombe sur Gilles Cherniac, dont les parents tenaient le cheval d'or. Et il m'ouvre toutes les portes qui restaient ouvertes. Gilles, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a 77 ans. Il adore. C'est un monsieur qui a une stature, c'est un fan de boxe, il a une posture, voilà. Il a été, à l'âge de ma fille, il était derrière le rideau à écouter Georges Brassens et Bobby Lapointe. C'était une période assez bénie, assez incroyable. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement gentil, qui m'a ouvert son carnet d'adresses et qui m'a permis de tomber sur l'ayant droit, qui est son petit-fils. Petit-fils qui veut rester dans l'ombre et à qui, plusieurs mois de travail, de réussir à le persuader qu'on était sûr qu'il y avait un intérêt et qu'on allait respecter les textes et en faire quelque chose de bien, pour qu'il accepte de signer un contrat. Donc un ayant droit touche un pourcentage des ventes parce que il est détenteur des droits du défunt. Donc dans l'édition en France, passé 70 ans révolus à la mort de la personne, les textes tombent dans le domaine public, mais là c'était pas du tout le cas. Enfin, pas longtemps en fait. Alors fin si 80, si donc il restait quand même pas mal de temps. Parce que j'avais en tête la date de publication des livres. Moi aussi. Et au final, ça a été très compliqué, très long. Il fallait vraiment le persuader et vraiment faire tout un travail pour qu'il ait confiance. Et de réussir à tout ficeler jusqu'à réussir à rééditer les deux livres en même temps. Ces deux romans, on va en parler, on va vous les présenter. Et pour rentrer dans la grande descente, c'est Lionel qui va vous proposer la lecture. Donc c'est le tout début du roman et vous allez voir une scène très... les images, c'est pour le cinéma, ça doit être... formidable. Je marche entre deux sergents de ville. Mes mains sont liées, mon regard traîne à terre. Cette moite grisaille qui défile sous mes pas, c'est le quai de la gare. Ces balanciers de plomb que j'aperçois et qui passent alternativement sous moi, ce sont mes jambes. De lourdes jambes et des pieds pesants qui ne m'appartiennent plus. Jambes et pieds sont devenus propriété de la police. Tout ce qui est à moi est à la police. Je ne possède plus rien. Prenez, sergent de ville, mes habits, mon corps, ma vie. Ainsi je vais, tête basse, mains accouplées en me dandinant. Mes cheveux ébouriffés collent à la froide sueur de mon front. Un quart d'heure plus tôt, les copains, accourus au dernier cri du rouquin, regardaient rouler des wagons sur un tas sanglant qui gigotait encore. Certains avaient escaladé l'escalier à toute allure pour me rejoindre sur la passerelle. Leur visage était horrifié.
Anselme s'était faufilé au premier rang. Il me photographiait d'un œil incrédule, bouche entrouverte. Puis ce fut une cavalcade dans l'escalier, qui dégringolant sur le quai pour aller contempler les tricks du rouquin, qui grimpant à 4 pour venir me lorgner par terreur. Nous franchissons la porte principale de la gare. Il pleut. Sous les réverbères luisent des mares blafardes. Du bloc noir des immeubles s'échappent quelques lumières qui tremblent dans la pluie. Ça et là, des travailleurs se lèvent. Moi, j'ai fini mon travail. Maintenant, j'ai tout fini. Un chat jaillit de l'ombre comme un projectile. Il se perche sur le rebord d'une fenêtre et nous observe. Cela m'est bien égal qu'il pleuve ou non. Bien égal. Mais que m'importe un chat dans la rue? Il y a seulement 1 heure, j'avais froid et j'avais faim. Maintenant, j'accueille le froid et la faim avec un bizarre détachement. Quelle importance tout cela! La pluie, le chat, le froid, la faim. Tout me semble étranger. Tout échappe à mes sens figés. Il fallait que cela m'arrivât à moi. Moi qui suis peut-être le fils d'Archibald Dubois. Voici comment s'amuse le destin. Du jour au lendemain, il vous active d'une tenue de prisonnier, à moins qu'il ne vous jette sur les reins la peau d'un autre. Car suis-je vraiment sûr d'être moi-même? Est-ce toi, Marcel Cossu? Je suis celui que tu dis. Marcel, que fais-tu parmi la fricaille? Je suis moi qui marche. Où vas-tu, frère? On ne sait pas, on s'en moque. Il suffit qu'on marche. Traître, tu n'es pas toi. Je suis moi. Ma tête fourmille de choses et de gens qui sont en moi depuis fort longtemps et grâce auxquels je peux me reconnaître. Je glisse sur le macadam. 2 poignes me ramassent et me remettent debout. Mes jambes, enfin les leurs, recommencent leur pénible va-et-vient de balancier. Des scènes récentes ou éloignées se déroulent devant mes yeux, pêle-mêle, aussi vivantes que si le temps n'avait jamais existé. Je suis tour à tour réchauffé et atterré par cette soudaine idée. Chacun de nos gestes et chacune de nos paroles se prolonge à l'infini. On peut retourner en arrière et se replonger dans l'heure qu'on croyait morte. Le souvenir est un éternel présent. Donc ce premier roman, La Grande Descente, publié initialement en 1954, où on retrouve dès les premières pages l'univers de Roger Riffard, le chat déjà, bien sûr l'univers du rail, des cheminots, et ce personnage donc, de Marcel Cossu, et surtout une inscription tout de suite dans le roman noir. On comprend tout de suite finalement l'aspect tragique. Alors là vous allez pouvoir nous en parler. Ce livre finalement il y a ensuite des retours en arrière. C'est des flashbacks. Voilà, sur la vie de ce travailleur, sur ses camarades, sur sa fiancée, sur sa maman. Sa petite maman. Sa petite maman. Qui fait des choses qu'on ne paraît catholique. En fait, si on veut l'imager un peu, je ne sais pas si vous avez vu Le jour se lève de Marcel Carnet avec Jean Gabin. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'est des textes de Jacques Prévert. Et Jacques Prévert fait écho quelque part un peu à Riffard dans l'écriture, comme Audiard d'ailleurs. Dans Le jour se lève, c'est un immeuble qu'on découvre au début du film, avec une photographie qui est magnifique. Et en haut de l'immeuble, il y a Jean Gabin.
et on assiste à un meurtre, et quelqu'un, donc Jean Gabin, tue quelqu'un qui chute dans les escaliers, et tout le reste du film va être sans arrêt un flashback où on revient dans cet appartement où il se retrouve confiné, et dans son passé, donc on y croise un certain nombre de personnages, dont Arletty, qui joue une comédienne de mémoire. Et en fait, la grande descente, c'est vraiment ça, c'est un meurtre. Un des cheminots est mort, et Marcel Cossu se retrouve embarqué par les flics, et on va découvrir au fur et à mesure la vie de Marcel Cossu, la vie des cheminots, qu'ont tous donc ses surnoms, donc le Roux, dont il est question, qui est mort, et son grand copain, qui est une figure hyper importante dans ce texte, s'appelle le Vieux, celui qui l'éduque un peu, aussi bien à comment être avec sa fiancée, que aller lever des collets sur des voilà, braconner. Voilà, on suit ce personnage avec chose qui est assez dure, c'est un roman noir, mais en même temps il y a tout ce truc d'amitié et de travail, autour du travail de tous ces personnages, et il y a sa petite maman qui est aussi importante dans le texte, puisqu'il appelle vraiment ma petite maman. Moi, il y a quelque chose aussi qui est assez émouvant dans sa façon d'en parler, même si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans ce qui se passe autour de lui, dans ce qu'il peut voir et ce qu'il a pu voir, si on l'imagine enfant, ce personnage de Marcel Cossu. En fait, l'histoire, La Grande Descente, le titre, il est très simple, à la fois très drôle, totalement riffardien et bouclardien. La Grande Descente, en gros, les cheminots travaillaient plusieurs jours d'affilée, parfois 10 jours, de nuit, de jour, l'hiver, l'été, par temps chaud, par temps froid, et ils avaient une relâche au bout de ce temps de travail qui était très long, et cette relâche s'appelait la Grande Descente, puisque là, tous les vices étaient permis, donc l'alcool, les femmes, voilà, on lâchait tout, quoi, pour se départir de cette condition. Et ils avaient du samedi matin jusqu'au mardi, ils ne travaillaient pas, après 3 semaines de travail. De long week-end, quoi, très long week-end. Un week-end de relâche. Donc ça s'appelait la Grande Descente chez les cheminots. Et rien que ça, quand moi j'ai découvert que c'était ça qui donnait le titre livre, je me suis dit mais c'est génial. Et tout est basé aussi sur un Paris des années 50, donc juste après-guerre, avec ces conditions de vie qu'on retrouve aussi dans Les Jardiniers, de gens qui vivent sans doute dans ce qui était dans les cités ouvrières de l'époque, avant les grands ensembles. Donc on est voilà, dans une période qui était la France reconstruisait après-guerre. Oui. Et donc c'est un moment qui est extrêmement important. Et on se retrouve voilà, avec cette écriture où on sent aussi l'écriture du chansonnier. Le chansonnier, c'est raconter un instant, voilà un chat, une histoire d'amour, et en faire quelque chose qui devient une ritournelle qui va nous rester dans la tête. Là, ces personnages, c'est un peu ça. En fait, ils posent, ils campent. Et une chanson, ça va très vite pour camper des personnages et une situation, quelque chose. Et Riffard, il arrive justement à camper ce climat, ces personnages, ces surnoms et l'amitié qu'on peut avoir. Et c'est vraiment un roman de copains, quoi. On a l'impression d'être avec eux. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ces textes. Et donc, chaque grande descente, chaque samedi soir, ça commençait par une soirée chez le vieux. Ouais. D'ailleurs, il dit j'ai connu un homme qui ressemblait au vieux, je lui dédie cette histoire, Roger Riffard. Ouais. Il va avec sa fiancée chez cet homme. On comprend dans l'extrait qu'a lu Lionel que son père, je suis peut-être le fils d'Archibald Dubois, et finalement ce vieux, c'est un petit peu une figure paternelle, voilà, qui l'a pris sous son aile. C'est un peu un bâtard, Marcel Cossu. On sait pas, enfin, il sait sous-entendre que voilà, qui est vraiment son père. Et il y a quelque chose d'écorché, mais qu'on retrouve dans plein de choses. Moi, ça fait écho à plein de choses que j'ai pu lire ou vues comme film. Et surtout, ce qui est génial, c'est nous en tant qu'éditeurs, quand on vous ramène ces textes-là, vous voyez la force qu'ils ont et la puissance évocatrice, voilà, d'un moment et de ce côté amitié et tout ça, et que vous dites ils n'ont pas été réédités depuis 70 ans. Ouais. Vous dites c'est un cadeau, quoi.
Et du coup, ça fait partie des choses où on s'est dit d'avoir une écriture qui est encore accessible et qui nous parle en 2021, enfin au moment où on l'a sorti, alors que ça a été écrit juste après, enfin voilà, dans les années 50. Je me dis waouh, et que ce gars-là finalement ait jamais fait carrière vraiment. Je me dis bah voilà, nous ça nous touchait de se dire bah on va le rééditer quoi, et de ramener ces textes-là. Et ces personnages sur le devant de la scène, si on peut dire. Montrer l'envers du décor de. Aujourd'hui, on parle des 30 Glorieuses. Ouais, finalement, non, c'était pas si glorieux. Voilà, dans les romans noirs, dans les romans policiers de la série noire, on voit finalement toute la part sombre et laborieuse de ces années-là. Bah, c'est que ça trime, quoi. Le travail, un trépalium, ça vient du latin, c'est un peu ça. Hein. La torture porte un croix, et c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et c'est des ouvriers même encore aujourd'hui, hein, on les voit pas. On les voit pas, ils travaillent la nuit, ils changent les rails. Et on a l'image de gens qui sont des nantis, voilà. Et moi, je peux pas m'empêcher, quand je vois un cheminot aujourd'hui, de penser à Riffard, de me dire, bah, ces gars-là viennent d'une culture et d'un métier qui est difficile. Moi, ce que je trouve, ce texte, j'ai vraiment trouvé touchant, en fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est le rapport entre un peu la dureté de son travail, de ses heures de travail, de son boulot, de ses tâches et tout ça, et en même temps compenser avec une certaine tendresse, quoi. Parce que finalement, avec ses coéquipiers, il cède, bon, il y a aussi des tensions, mais il cède les uns les autres, là, c'est un peu comme une sorte de famille, parce que comme tu disais, ils s'appellent tous par des surnoms, on connaît presque les prénoms exacts et le nom d'aucun personnage, parce qu'ils s'appellent constamment par des surnoms, et donc ils se soutiennent tous les uns les autres, ils sont tous dans le même bateau, dans la même galère, et en même temps, voilà, avec le vieux, il y a un truc vraiment de tendresse, un truc hyper touchant, et ouais, il y a vraiment quelque chose d'une tendresse assez forte, et en même temps un monde où on sent que c'est lourd, que c'est dur. Et dans Les Jardiniers du Bitume, il y a aussi cet univers-là de l'industrie, voilà, du monde de l'usine. Mais voilà, on vous en parlera. Voilà, donc le vieux, il initie Marcel Cossu au travail, il l'initie au braconnage, mais une fois qu'on a attrapé le lapin, eh bien, il faut le préparer, le cuisiner. C'est le deuxième extrait plus tendre justement que Lionel va vous dire. On mange ce qu'il y a, expliquait-il sévèrement. Ceux qu'on ne veut pas, ils ont qu'à le laisser. Personne n'en laissait jamais. Il était né pour préparer le lapin de Garenne aux champignons secs. C'était un don. Je ne peux décrire le goût du lapin cuisiné par le vieux. Car en somme, comment en parler proprement? Quelquefois, sur des bouquins, des érudits se triturent l'esprit pour nous faire connaître la nature et le commencement de l'espèce humaine. Et aucun d'entre eux ne dit la même chose que les autres. Et je te descends du singe, et je te descends de la grenouille, et je te descends du poisson, et je te descends de n'importe qui et de n'importe quoi. Peu s'en faut qu'ils ne se regardent tous de travers et ne commencent à se poursuivre à coups de bâton. Pour le lapin du vieux, c'était pareil. Je dirais qu'il a un goût comme si. Ma petite amie, qu'il a un goût comme ça. Et vous, un goût bien différent de tout ce que nous aurions déjà dit. On finirait par s'insulter et se gifler les uns les autres. Le vieux avait sa façon à lui de cuisiner le lapin, voilà ce qu'on peut avancer. Il mettait dans votre assiette, pêle-mêle, toutes ces bonnes odeurs qui voltigent dans la forêt lorsque le vent galope et se balance aux branches. Tandis que je mâchais religieusement, le vieux nous racontait des histoires de son temps. C'était toujours les mêmes. Elle fleurait également les bois et le grand air. Il les disait si bien. Il avait tant de plaisir à les rabâcher, et nous jouissions si puissamment du civet, que le charme en était toujours neuf.
Il y avait celle du garde forestier qui dansait dans la clairière sous la menace du fusil. Celle du hérisson qui buvait à la source avec ses petits. Celle du renard bancal. Celle des cordes posées la nuit dans la rivière pour attraper des anguilles. Et bien d'autres encore. En même temps qu'il parlait, le vieux surveillait mon verre comme un grand malade dont la vie dépendrait de nombreuses transfusions de sang. Un chaud et lourd bonheur tanguait en moi à la façon d'un bateau. Vers la fin du repas, ma petite amie puisait un paquet au fond de son sac à main. Il contenait des biscuits que le vieux appréciait beaucoup. Le vieux les trempait dans le vin et les portait à la bouche en fermant les yeux. Il aspirait bruyamment, pendant que la pomme d'Adam attaquait un rapide va-et-vient d'ascenseur. Des gouttelettes pourpres tremblaient à la base de la moustache. Hé, le vieux, ça y va tardard à la descente, hein? Oh, je savais la réponse. Et toi, t'aimes pas ça, dis, hein? Tremper le biscuit. Là-dessus, il partait d'un rire à faire vibrer les vitres. Ma petite amie aussi riait, en cachant sa frimousse dans ses mains. Je lui pinçais le bras. Elle me traitait de sauvage. Je sortais timidement les cigares, toujours un peu anxieux des tumultueuses réactions du vieux qui menait un tapage abominable chaque fois que je lui offrais quelque chose. Il protestait avec d'énergiques gesticulations et me tendait son paquet de gris. Merci. Deuxième extrait de La Grande Descente. Et dans le goût, l'odeur du lapin préparé par le vieux, il y a une escapade à la campagne, dans les bois. Une escapade dont rêve le héros du deuxième roman, publié 2 ans plus tard, en 1956. Peut-être Thierry, cette fois, si tu veux nous parler de ce livre, donc Les Jardiniers du Bitume, et cette fois-ci d'un personnage, Alexis Plantin. Peut-être nous lire un extrait comme tu... je peux vous lire un... T'as la pression. Ouais, carrément. Lire un texte après toi, il s'est pas préparé. C'est une question de lunettes. Oui. Voilà, tiens. Ah, merci. Et dans Les Jardiniers du Bitume, c'est une histoire d'amitié aussi, entre deux copains qui bossent à l'usine, qui font aussi des bonnes grosses journées éreintantes, et ils ont un projet. Enfin, le personnage principal a un projet, et il le partage avec son ami, donc ça c'est l'extrait que j'ai trouvé, de se dire, bon, on va mettre un peu d'argent de côté, et puis plus tard, on s'achètera un petit lopin de terre et une petite maison à la campagne, quoi. Et c'est un peu ce qui les aide à tenir, c'est un peu d'avoir cet objectif et de se dire, bon, là on trime pour l'instant, mais après on aura notre petit bonheur à nous, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de points communs, déjà dans la langue, dans les mots qui sont choisis, et dans l'ambiance de copains, et de se serrer les coudes dans des conditions qui sont complexes, qui sont dures. Donc voilà, je ne crois pas avoir le talent de Lionel, mais j'aimerais vous lire un passage. Donc en hommage à Lionel. Alors. Salut Durand, quelle heure il est? -10. Je suis à la bourre. Il se laisse choir sur un banc. Durand prend place à côté de lui. Moi aussi je suis à la bourre. Ils se regardèrent tristement. Je suis crevé. Je coltine des caisses pendant 8 heures et quand j'ai fini, je fais de la peinture. Moi aussi je suis crevé. Parce que dans mon idée, je voudrais me payer une baraque à la campagne. Moi c'est pareil. Alors ça me crève. Durand soupire. On est complètement crevé. Il se mouche bruyamment. Alexis tire sur sa gauloise. Un lourd grondement emplit la voûte. Une rame débouche sur la voie d'en face. Hé, Plantin, ça ne va pas cette vie. Non. Nous, c'est boulot et reboulot. Pourquoi? Pour compter vivre un jour, faut d'abord se tuer au boulot. Pourquoi? Durand est blême, mal rasé. Il a un mouchoir à carreaux autour du cou.
Laisse tomber, c'est dur d'expliquer ça. Mais je vais te dire un truc. J'ai des idées des fois. Pour toi et moi. Je dis ça comme ça, comme on parle, de choses et d'autres. Mais sans blague, hein. J'ai des idées. Sur nous, des fois. Durand écarquille les yeux. T'as des idées sur nous? Hé, t'as Alexis, en clignant de l'œil. Mais pour quelle chose t'as des idées? Pour des choses de la campagne. Remarque bien, on dit ça histoire de parler. Hein. C'est pas pour sûr, hein, pas vrai. Mais quand même, ça vaut le coup qu'on en cause, un jour, quand tu auras le temps. C'est des choses qu'on peut arriver à faire. Par exemple, que toi et moi on vivrait à la Cambrousse comme des pères peinards. Il y a de ça. La bouche de Durand se fend largement. Il rit aussi avec ses yeux. Ben ma vache, ça alors! Ben d'accord, faut qu'on en parle. Histoire de discuter entre nous, hein, faut pas s'emballer. D'accord, mais on peut bien en parler en vidant un verre de ces jours. Alexis lance un autre clin d'œil. Écoute, Durand, c'est surtout histoire de voir, sans se faire trop d'idées, pas vrai? Mais entre nous, de toi à moi, tu connais un peu la question pour la campagne. Je connais la campagne, t'en fais pas, j'ai été élevé à la campagne. Question de radis, de tomates et tout team. Tu connais la musique, pas vrai? Alors là, tu tombes en plein dessus, c'est mon rayon. Tu me demandes si je connais les radis et les tomates. Ben ma vache. Mais moi aussi, c'est mon rayon, étant jeune. J'ai vu faire, j'ai travaillé chez mon oncle. Alors, bon Dieu, je me suis dit qu'on pourrait se mettre ensemble un jour, je t'expliquerai. Mais il n'y a rien de fait, tu comprends. On cause, c'est tout. Hein. On en discute comme si, là, et puis c'est tout. D'accord, c'est histoire de voir, et ça coûte pas d'en parler. Hein. Alexis se gratte la tête, mâchonne son mégot, feint de regarder ailleurs et dit puis t'es chauffeur, pas vrai? Tu connais la voiture, tu connais les occasions, c'est ta partie. Ça oui. Eh ben c'est tout. On reparlera de tout ça, il faut voir venir. Je vais te le dire franchement. J'ai des idées sur nous, faut pas s'emballer. Il tapote sa cuisse. Durand se tait, puis au bout d'un moment, ce feignant de métro qui n'arrive pas. Le quai se peuple rapidement, une brochette de corps somnolent garnit les bancs. Voilà. Il a répété dans la voiture pendant C'était dur. Des journées de 14 heures de travail pour espérer un jour avoir son petit coin et aller vivre à la campagne. Donc il y a ça dans le roman. Et pour moi, il y a un deuxième aspect, c'est l'ambiance du bistrot, du troquet, le bar où ils vont tout le temps, avec là aussi une galerie de la patronne personnages. s'appelle Eugénie et il mange des sandwichs au hareng. Encore une fois, moi je vois mon grand-père, hein, je vois un certain nombre d'images tout ce qui tourne autour de là, c'est essayer de se sortir de sa condition. Alors c'est marrant parce que ça fait écho à ce qu'on a vécu avec les confinements et le Covid. C'est que plein de gens qui habitaient dans les villes se sont dit en fait ce serait peut-être pas plus mal de peut-être vivre à la campagne plutôt qu'être entassé, notamment dans Paris. Donc ça faisait écho un peu à ça. Et puis de se sortir de sa condition D'autant plus qu'il y a une maladie dans le roman qui il y a une coqueluche, et en fait ça commence comme ça, je ne vais pas divulgacher comme on dit en québécois, mais l'enfant de Durand est malade. Et c'est ça qui va qui va être un peu le fil du roman, c'est de se dire ils ont des plans. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est possible de sortir de sa condition quand tu es un ouvrier à cette époque-là? Est-ce que tu veux partir à la campagne et avoir une autre vie que celle d'ouvrier, quoi, avec un patron qui, en l'occurrence, la CNTA, c'est son entreprise, il pointe, il est surveillé et ça le fait chier, quoi. Et du coup, ça ce truc où ça revient. Et puis c'est là, quoi. C'est là, mais la mort est là aussi, elle rôde. Donc c'est un très très beau texte. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne savait pas comment les lecteurs allaient réagir entre les deux. Et c'est marrant parce qu'on vend les deux très bien ensemble et aussi vraiment séparément. Ils se lisent, il n'y a pas bien entre les deux. Et il y a des gens qui sont très touchés par l'un ou par l'autre. Ça dépend de l'approche qu'on peut avoir. Et voilà, donc ça fait partie un peu de l'histoire. On a beaucoup réfléchi avant d'imaginer de sortir les deux en même temps. Et voilà, maintenant on ne le regrette pas. On s'est dit que c'était ça permet de porter l'ensemble, sachant que de toute façon il n'y a que
2 romans, mais peut-être un 3e. Il est question que je prenne un café avec Daniel Prévost le mois prochain à Paris, puisqu'il m'a livré une bombe. Il y a un scoop. Il m'a dit, Roger m'a parlé d'un 3e texte en 1962 ou en 1963. Il y avait une histoire de lapin. Il m'a lu ce texte, il n'a jamais été publié. Il m'en a lu un bout du manuscrit. Et j'ai dit, d'accord, moi personne m'en avait parlé avant. Il y a un autre texte de théâtre, mais qui a déjà été publié, et là c'était, a priori c'est un roman. Donc j'envine un peu, entre guillemets, si je peux me permettre de tirer les verres du nez de Daniel Prévost. Il nous a mis l'image et le bonhomme. Je pense que c'est plutôt lui qui va m'apprendre la vie que l'inverse. Mais essayer de voir s'il n'y a pas un 3e truc caché quelque part. Et essayer de voir si je peux enquêter pour essayer de le trouver. Alors, il faut savoir quand même, parce que il avait vraiment la guigne jusqu'au bout, Roger. Il a publié ses textes chez Julia. Ouais. Et on s'est dit, bon, bah, Julia, quand même, c'est une belle maison à l'époque, les éditions Julia. Maintenant, ça a été racheté par les éditions Robert Laffont. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'il l'a fait en partie à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il a payé pour se faire éditer, et que les livres se sont pas bien vendus. Et qui m'a dit ça? C'est Agathe Fallet. Et Agathe Fallet, c'est la veuve de René Fallet, qui a écrit La soupe aux choux, et qui était journaliste à Libération et au Canard enchaîné. Ils étaient très amis, donc Les Jardiniers du Bitume est dédicacé entre autres à ses copains, dont René Fallet. Et Agathe Fallet nous a écrit une lettre quand on lui envoyait les textes, les 2 livres. Elle était très contente qu'on publiait tout ça. Et elle disait qu'à l'époque, elle était très jeune, avec une grosse différence d'âge avec René Fallet. Je pense même qu'elle était mineure. Bon, c'est une autre époque. Hein. Et elle raconte qu'elle vendait sous le manteau les romans de Roger Riffard à ses copains de lycée pour pouvoir renflouer un peu les caisses de Roger. Donc le mec a quand même eu encore pas de chance sur ce La poisse qu'il collait au basque. Le livre s'est pas bien vendu. Il l'avait lui-même financé. Donc voilà, c'est l'histoire est belle. Peut-être un 3e roman. Roger Riffard réserve encore peut-être qu'il est caché quelque part. Ouais. Des surprises. Comme je vois que leur tourne. Il y a une chanson dans le répertoire de Roger Riffard qui répond parfaitement au roman Les Jardiniers du Bitume, donc que vous devez lire pour voir si le projet d'aller à la campagne va réussir. Et cette chanson, c'est l'avant-dernière pour Lionel, ça s'appelle La Petite Maison. La Petite Maison. Je n'aurais pas de petite maison pour y chanter mes petites chansons. Je les chanterai sur les chemins comme c'est écrit au creux de ma main. Comme c'est écrit au creux de ma main, je les chanterai sur les chemins pour y chanter mes petites chansons. Je n'aurai pas de petite maison. Les habitants des petites maisons se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les habitants des petites maisons où l'on se plaît tant. Ils n'ont pas tort, les habitants. Je n'aurai pas de petit jardin pour y cueillir des prunes d'Agen. Je les cueillerai sur les sentiers, comme c'est. Si par hasard je trouve un prunier. Si par hasard je trouve un prunier, je les cueillerai sur les sentiers pour y cueillir des prunes d'Agen. Je n'aurai pas de petit jardin. Les jardiniers des petits jardins se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les jardiniers des petits jardins qui font rêver. Ils n'ont pas tort, les jardiniers. Faut avoir des économies. Je ne rendrai pas l'âme dans un bon lit. Je la rendrai à l'hôpital sur un matelas municipal. Sur un matelas municipal, je la rendrai à l'hôpital. Je ne rendrai pas l'âme sur un bon lit. Faut avoir des économies. Les possesseurs d'économies se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les économes, qui se perdent de jolies couronnes. Ils n'ont pas tort, les économes. Pour jouir d'un certain confort,
orner sa vie d'une douce mort. Il faudrait beaucoup travailler. Moi, j'ai pas pu m'y habituer. Moi, j'ai pas pu m'y habituer. Il faudrait beaucoup travailler, orner sa vie d'une douce mort pour jouir d'un certain confort. Les jouisseurs d'un certain confort se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont qu'un tort, les gens actifs. C'est de ne rien faire pour les oisifs. C'est de ne rien faire pour les oisifs. Je n'aurai pas de petite maison pour y chanter mes petites chansons. Je les chanterai sur les chemins, comme c'est écrit au creux de ma main. Comme c'est écrit au creux de ma main, je les chanterai sur les chemins. Je n'aurai pas de petite maison pour y chanter mes petites chansons. Avant de conclure avec une dernière chanson, comme on a été, nous quatre, très actifs, on va s'adresser aux oisifs du public pour savoir si vous avez des questions, des remarques, que ce soit à Benjamin, à Thierry, à Lionel, sur Roger Riffard, sur ses romans, si vous avez des choses à souligner. Il a juste, parce que je parlais de Daniel Prévost, il a écrit pour lui, mais il a écrit aussi pour d'autres. Oui. Donc il a écrit des chansons notamment pour Daniel Prévost. C'est comme ça qu'ils ont été amenés à... Mon copain d'Espagne. Non, ça c'est pas pour lui, c'était lui qui l'interprétait. Il a écrit, je crois, une chanson qui s'appelle La cigarette, j'ai un doute, sur, pour Daniel Prévost. Et donc voilà, la chanson c'était d'être auteur-interprète. À l'époque ça se faisait, maintenant c'est, vous voyez, dans la musique d'aujourd'hui, c'est rare d'avoir des gens qui sont auteurs et interprètes, ce sont des métiers un peu différents. Et à l'époque, certains, voilà, qui avaient une plume, écrivaient pour d'autres. Donc ça veut dire que sa plume était intéressante et intéressait d'autres chanteurs ou chanteuses. Il a écrit aussi pour des femmes, évidemment. D'autant plus que si vous allez ce soir ou demain écouter Roger Riffard sur Internet, vous verrez qu'il avait une voix très particulière. C'est pour ça que Lionel ne pouvait pas faire une imitation, une voix chevrotante. Il chantait faux. Dans la préface, Je vais en mettre direct. voilà, il chantait faux, mais avec une telle sincérité que ça passait. C'est ce qui est dit dans la... Voilà. Ah, mais il racontait des histoires. Il racontait des histoires. Après, la chanson, elle est faite de gens qui... il y en a plein. Enfin, Gainsbourg chantait pas hyper juste, alors que c'était un extrêmement bon compositeur et auteur et écrivain et interprète. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un qui était Pierre Barou. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Barou, Shabadabada, c'est lui. Il chantait faux, mais c'est l'interprétation qui fait une partie du boulot. Et Roger Riffard chantait faux, mais il y avait le personnage et ce qu'il incarnait. Et quand il chante Mon copain d'Espagne, c'est génial. Et voilà, il a beaucoup d'humour, on l'a senti là dans les derniers textes et tout. Voilà, écrire une chanson, c'est un vrai métier. Hein. Faut trouver l'approche, essayer de rebondir, voilà, c'est structuré une chanson. Et du coup là-dessus, on le retrouve un peu dans les romans, dans la façon, vous voyez, quand vous le lisez, oui. On sent qu'il y a une écriture qui fait que ça raconte un truc, on se sent embarqué dedans. Et je pense que c'est ça qui est aussi à marquer, et qui était ce qu'était Roger dans la vraie vie. Tous les gens qui m'en ont parlé m'ont dit, mais c'était un super gars, quoi. Personne ne s'est jamais fâché avec lui, que ce soit Anne Sylvestre ou Daniel Prévost ou Jean Benguigui. Quand je vous disais, il est arrivé chez son libraire pas très loin de Montparnasse, je ne dirais pas l'adresse exacte de Jean Benguigui, mais il arrive chez son libraire et il voit les 2 livres de Roger Riffard que la libraire a mis en avant, et elle m'a dit, mais je pense qu'il allait tomber en arrière, quoi. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est, le public, pourquoi? Qui a fait ça? Et elle lui dit, c'est les éditeurs, ils sont montés. Ah bon? Et du coup, elle m'a donné son contact. Et donc, il jouait au théâtre et il était très touché. Et je pense qu'il a laissé chez les gens, et c'est ce qu'on voulait amener aussi avec la publication des textes, quelque chose de terriblement, de complètement amical, ouais. Et bonhomme, et gentil, ouais. Et drôle. Parce que, voilà, Timon le jardinier, ses histoires d'amour, voilà, les frangines, voilà, c'est une époque, et il y a quelque chose de très touchant, quoi.
Et que voilà, on se retrouve nous à rééditer ça, c'est quand même assez. Et d'une certaine manière, le travail sur les couvertures, parce qu'on a un travail sur les collections, à chaque fois il y a un principe de couverture différent, et le principe de couverture de la collection récidive, donc qui va être des rééditions de textes anciens, enfin plus ou moins anciens, on verra à quel point. En fait, justement, l'idée c'était de mettre en avant l'auteur, puisque l'auteur, voilà, souvent sur les livres, est mis en avant par un nom. Simplement son nom, mais là on voulait un peu raconter l'histoire du bonhomme parce que c'est un personnage qui a quand même, comme on l'a vu, une vie avec différentes facettes, et l'idée c'était de s'inspirer de couvertures du 19e et d'anciennes, vous savez, où il y avait une disposition assez centrée avec un titre, un sous-titre et un deuxième sous-titre avec des choses qui étaient très très longs, qui étaient très descriptifs, qui listaient tout, et donc on a choisi du coup d'écrire une réédition d'un roman de Roger Riffard, cheminot à Nard, chansonnier à la voix chevrotante, troisième couteau du cinéma français et écrivain oublié. Et donc déjà sur la couverture, on nous raconte un peu le personnage, on nous raconte un peu le bonhomme, ce qu'il n'y a pas dans toutes les couvertures de livres, quoi. Et là c'était un peu le parti pris. Et du coup c'était voilà l'idée de vraiment mettre en avant le parcours de l'auteur, quoi. Et c'est ce qui nous a permis, on a été dans la première sélection d'un prix qui s'appelle le prix mémorable. Donc c'est les librairies initiales, vous n'en faites pas partie, non. Qui donne un prix à des maisons d'édition qui rééditent des textes un peu oubliés. Ils ont fait un gros travail, notamment ils ont donné le prix aux éditions Joël Losfeld qui ont réédité Jean Mecker, alias Jean Amine, qui était lui-même de mémoire résistant, qui a écrit aussi sur les prolétaires. Ils ont tout réédité et on est aussi un peu dans cette veine-là. Je parlais de René Fallet. Là, j'ai ses carnets de jeunesse, il a 19 ballets, c'est hyper drôle. C'est aussi des histoires de copains, donc ça, je trouve que il y a aujourd'hui de la réédition un peu de tous ces textes. Je parlais de Prévert, les textes de Prévert, il y a aussi un peu ça. Et si vous voulez aussi aller chercher d'autres choses, si vous aimez Riffard, je vous conseille ce texte, je ne sais pas si tu l'as... Non, je connais pas. Et ben vous prenez la grande descente et vous mettez ça dans une scierie. Et c'est les prolétaires du siège de bois. Avec des conditions de vie qui sont aussi atroces. En 5 secondes, tu viens de me le vendre. Voilà. Et c'est publié par tu vas voir, c'est très drôle. Ouais. C'est publié par un éditeur suisse qui s'appelle Hérolimite, qui a publié aussi Henri Calais. Les deux bouts. Voilà, une galerie de personnages. J'avais préparé mon coup. Des années 50. Et c'est la même maison d'édition qui font des très beaux livres. Et c'est un super texte, la série. D'un auteur anonyme. C'est ce qui est assez drôle. Il n'est pas signé. Donc à vous de chercher qui ça peut être. En tout cas, merci à vous d'avoir sorti Roger Riffard d'un oubli ouvert la relatif. Et avant de conclure, une dernière chanson avec Lionel. Avant d'aller manger le lapin. Et aussi d'aller manger le lapin. Et une chanson printanière. On a commencé avec des animaux, on va finir avec un bestiaire. Ouais. Et puis c'est le printemps, oui. Donc c'est bien. Voilà. Les chats de la lune. Ah, c'est ça, voilà. Vous les chats de la lune, vous les piafs du soleil, gens de poils, gens de plumes, il y a du neuf sous le ciel. Avril que voilà fait battre le cœur des fillettes, l'odeur des lilas se mêle au trio des guinguettes. L'avenue jour de vous élancer dans la ronde, au bal de l'amour qui secoue le plancher du monde. Petits moutons des campagnes, gros poissons de la mer, gens de laine, gens d'écaille, il y a du renouveau dans l'air. Dans ce bruit couru colporté par une hirondelle, on vit dans les rues voltiger rubans et dentelles. Les garçons rusés profitant de ce jour d'euphorie, chipaient des baisers aux lèvres des enfants de Marie. Ruminants des campagnes, hérissons des vergers, gens de cuir, gens d'épines, il y a quelque chose de changé. Aux bois alentours, dans l'herbe verte des clairières, tombent les atours des peu farouches écolières. Mais ce jeu charmant étant de la plus haute imprudence, viendra le moment d'en mesurer les... Vous les chats de la lune, vous les piafs du soleil, gens de poils, gens de plumes, il y a du neuf sous le ciel. Petits moutons des campagnes, gros poissons de la mer, gens de laine, gens d'écaille, il y a du renouveau dans l'air.
nains, des collines, hérissons, des vergers, gens de cuir, gens d'épines, il y a quelque chose de changé, vous les chats de la lune, vous les pierres du soleil, gens de poils, gens de plumes, il y a du neuf sous le ciel. Bravo Lionel. Je voulais dire que c'était déjà, moi je ne connaissais pas Roger Griffard avant que Romain me le présente. Et au départ, j'étais censé faire plutôt des lectures de textes, puisque c'est plus, c'est ma profession d'être comédien. Et la chanson, c'est un peu qu'on s'appelle un violon dingue, un hobby. Et en découvrant les textes, en les lisant, c'est vrai qu'au fur et à mesure me sont venus des mélodies, une façon de dire, et sur les 40 textes que j'ai eu sous la main, il y en a 7 qui comme ça, en à peine un mois, qui me sont venus, dont la mélodie m'est venue, et j'ai eu envie de prendre ce risque de me mettre à jouer de la guitare et à chanter, alors que d'habitude, c'est vraiment plutôt dans le texte. Merci. Lionel qui a travaillé ces textes spécifiquement pour vous, pour Pujol. N'oubliez pas le chapeau pour lui à la sortie. Un immense merci à Lionel. Un immense merci également à Benjamin Reverdy et Thierry Fétichot, des éditions Boucard, qui ont redécouvert Roger Riffard et qui découvrent chaque semaine, chaque mois des pépites littéraires. Donc vous pouvez passer aux emplettes maintenant si vous le souhaitez, pour les romans de Roger Riffard, pour la carte, pour la revue. Pirate, on aura piraté. Voilà, achetez-le. Merci à Romain qui nous accueille. Voilà. Et comme il y a une élue de la ville qui est là, je trouve ça super qu'un bibliothécaire fasse ce genre de choses dans une ville comme Pujol, qui est une ville magnifique, où on est très content d'être là. Et on te remercie Lionel aussi. Merci. Et depuis 6 mois qu'on échange, voilà, ça fait plaisir d'être là au beau jour et de vous avoir eu avec nous. Plaisir partagé. Merci à tous. Nous sommes très conscients de la chance que nous avons de Voilà, et ben on est d'accord. Alors, on va aller faire la grande descente. Ça Christine. Lui, c'est un peu la entre samedi et mardi, c'est la grande descente. C'est vrai? Moi j'ai jusqu'à mercredi. C'est vrai? C'est jusqu'à mercredi. Notre grande descente à nous. Ouais.